Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà Bellebest en ce vendredi 31 mars. Elle est retour à, ben oui vous avez repéré évidemment, la foire du livre. Nous allons y réaliser une petite série de capsules dont la première sera filmée. J'espère que les images seront bonnes parce que notre invité, lui, a l'œil assez critique. A tout de suite. Réalisateur, scénariste, metteur en scène, dessinateur, écrivain également, amoureux d'Hergé. Certains de ses films nous ont fait rire aux larmes et encore, à chaque fois que nous les voyons sur le petit écran. Son amour donc pour Hergé l'a poussé à écrire ce petit livre, ce petit abécédaire de A à Z Tintin. Nous sommes donc heureux de rencontrer Patrice Lecomte. Très cher Patrice, nous allons peut-être éviter de faire comme tout le monde a déjà fait avec les centaines de questions que tu as déjà eues. Et on s'arrange, nous, d'être un tout petit peu plus original, parce que ça sert à rien de faire un peu ce que tout le monde fait. Alors, la première question que je pose à mes auteurs, à mes invités, elle est très très simple pour moi. Patrice Lecomte, en 3 mots, comment pourrait-il se définir aujourd'hui? Léger, fantaisiste, enthousiaste. Ça correspond bien à pas mal de films que tu as fait notamment. Oui. Alors, la BD, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tu avais un peu commencé ta carrière en en faisant. J'étais assez fan de bande dessinée parce que j'avais lu quand j'étais gamin Tintin et Spirou. Et puis là, depuis quelques années, je lisais Pilote parce que c'était le magazine incontournable et formidable. Je fais la connaissance de Gottlieb, on devient ses copains. Gottlieb me dit, je lui montre les dessins que je faisais parce que j'ai toujours aimé dessiner, à ma manière. Et Gottlieb me dit, est-ce que tu m'autorises à montrer tes dessins à Goscinny, qui dirigeait Pilote? Je dis, bah, évidemment je t'autorise, et voilà. Bien sûr que je t'autorise. Et il a montré mes dessins à Goscinny. J'avais un coup de fil de la secrétaire de Goscinny qui m'a dit, monsieur Goscinny voudrait vous voir. Est-ce que vous voulez passer au mardi prochain? Donc je suis allé mardi prochain, Goscinny était charmant, il avait tous mes dessins sur son bureau, il m'a dit j'aime bien, c'est original, est-ce que vous voulez travailler pour le journal? Quand on pense qu'aujourd'hui des gens 40 000 fois plus talentueux que moi rament comme c'est pas permis pour essayer d'imposer leur BD, leur truc, machin, c'est... Moi mais je suis conscient de la chance que j'ai eu d'autant plus de chance que c'était pas mon idée. Je me disais, je vais faire la bande dessinée pendant un temps. Et puis dès que je signe le contrat de mon premier film, j'ai fait plein de courts-métrages entre-temps. Enfin, le cinéma, ça a toujours été ma vie, mais dès que je signe le contrat de mon premier film, j'arrête de dessiner. J'ai quitté la bande dessinée au moment où j'ai commencé à faire des longs métrages. Par rapport à ton contact et la bande dessinée, te rappelles-tu de la première bande dessinée que tu as lue? Ah, la première bande dessinée que j'ai lue, alors ça, forcément, comme c'était pas l'année dernière, pour s'en souvenir, c'est pas commode, mais c'est pas impossible que ce soit Bibi Fricotin. Ou peut-être Zigépus, je sais pas, mais enfin ça tourne autour de Bibi Fricotin, Pied Nickelé, Zigépus, à mon avis. Mais en fait, non, c'était pas la première bande dessinée que j'ai lue. Non, j'ai un autre souvenir, c'est que avant que je ne sache lire, j'avais une grand-mère maternelle qui venait nous garder quand mes parents étaient en voyage et elle nous lisait des bandes dessinées, elle me lisait des bandes dessinées. Elle était incroyable parce qu'elle lisait bien, elle mettait le ton et tout, mais elle ne parlait pas anglais du tout. Alors dans L'Île Noire par exemple, il y a des expressions anglaises, by Jove. Alors elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, elle disait Bijov. Et ça donne presque les bijoux de la Castafiore. Bijov of the Castafiore. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet, hein. On sait que tu aimerais le réaliser. Oui, mais c'est ça. Mais il faut partir d'un principe vital, c'est qu'aucun rêve n'est impossible. Donc adapter, tourner en prise de vue réelle, bien sûr, les bijoux de la Castafiore, c'est un rêve qui remonte à il y a déjà quelques années, mais on avance et puis si aucun rêve n'est impossible, ça se fera peut-être. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta devise, aucun rêve n'est impossible? C'est une de mes devises, mais c'est une devise utile, oui, bien sûr. Ou une maxime de vie? Oui, ça aide, quoi. Il y a une autre maxime que j'aime beaucoup, qu'on m'a soufflé, et qui m'a souvent servi à surmonter ce que la vie nous réservait de moins rigolo.
c'est que quoi qu'on ait à vivre, un jour ou l'autre, c'est derrière nous. Et ça, c'est imparable. C'est une merveille. Ah, c'est une merveille. Je m'en suis servi tout le temps. Là, par exemple, en ce moment, quoi qu'on ait à vivre, un jour ou l'autre sera derrière nous, cette interview. Alors, justement, dans le plaisir qu'on a eu, nous, de lire ton abécédaire, c'est évidemment de le lire avec les albums juste à côté. Ah oui, ça c'est marrant aussi. Ben, moi, quand je l'ai écrit, j'avais les albums à côté. Oui, tu les avais achetés en petit format, tu as même dit que finalement c'était pas plus mal. Ben, c'est-à-dire que, non, pour découvrir Hergé, pour faire connaissance avec Hergé, autant avoir les albums du bon format. Mais moi, c'était juste une remise à niveau. Donc le fameux petit coffret bleu où il y a tout, depuis Soviet jusqu'à l'Alphart, il était parfait pour moi. Alors, dans la chronique, parce qu'on a énormément aimé, on a terminé, on avait fait 5-6 chroniques de livres sur Hergé, parce que c'était le mois en réalité, et le tien nous a permis de finir en beauté de manière légère. On s'était même dit, il y en aurait-il un second? Un second abécédaire? Oui, ou sur un thème une manière plus ou moins similaire d'aborder l'œuvre d'Hergé. Non, sincèrement, non. Je préfère imaginer qu'il y a ce Tintin de A à Z que j'ai adoré écrire avec légèreté, donc, non, j'ai ni l'idée ni l'envie de remettre ça. Ça ferait remarcher. Ben, oui, parce que qu'est-ce que je pourrais raconter de plus? D'une certaine manière, c'est lorsque j'ai mon dernier film, d'après Simenon, Maigret, on me dit, bah alors maintenant que vous avez fait ce premier Maigret, vous allez en faire d'autres. Mais non, à quoi bon? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais exprimer d'autre? Qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Non, je préfère faire d'autres trucs. Et justement, en parlant d'autres trucs, as-tu des projets sur lesquels tu es déjà aujourd'hui et pour lesquels on pourrait peut-être en savoir un peu plus? Non. À la première question, la réponse est oui. Et la deuxième question? Non. Non, mais pour une raison très simple. Alors, il y a toujours les bijoux de la Castafiore qui rôdent, qui traînent, qui planent, qui finiront par éclore. J'espère. Donc ça, c'est pas très mystérieux. Et puis il y a sinon avant un film que je suis en train d'écrire avec Serge Friedman, avec qui j'ai écrit plusieurs films, dont La fille sur le pont et quelques autres. Et là, c'est un film que j'espère pouvoir tourner au printemps, pas dans un an. Mais j'ai trop souvent, pardon, j'ai le hockey. Mais vous n'êtes pour rien. J'ai trop souvent, auprès de journalistes qui me demandaient est-ce que vous avez des projets, j'ai trop souvent répondu oui, je suis en train de faire ceci, cela, machin, etc. Et quand les projets se font, c'est parfait. Et quand ça tombe à l'eau, on a l'air d'un con quand même. Parce que Maigret, c'est mon 30e film. Et j'ai fait le calcul, qui est assez vite fait, c'est qu'il y a 30 films que j'ai pas fait. Il y a autant de projets tombés à l'eau que de projets qui existent. 1 sur 2, ça va. Mais quand auprès d'un journaliste, il dit oui, je suis en train pour tel acteur, machin, ça se passe à telle époque, etc. Et que ça se fait pas, on a l'air d'un gland, parce qu'on a annoncé un truc. Donc maintenant, je n'annonce plus rien, depuis un moment. Alors, tu es malgré tout un raconteur d'histoire, un faiseur de rêves. Si un dessinateur te proposait de collaborer et de lui écrire un scénario, aurais-tu un dessinateur ou une ligne ou une tendance graphique qui t'intéresserait? Oui, j'ai fait, c'était chez Grand Angle, Bambou Grand Angle, j'ai fait un album de bande dessinée, parce qu'il y avait il y a pas longtemps, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, le temps passe vite. On avait écrit un scénario que j'aimais beaucoup, d'un film qui est tombé à l'eau pour des raisons financières, de montage à faire. Et moi, j'aime pas beaucoup recycler, me resservir des trucs, mais ce scénario-là, on l'aimait beaucoup, et moi je me disais, c'est quand même dommage, c'est une bonne histoire. C'est vraiment rageant qu'on ne le fasse pas. Et donc on a eu avec Jérôme Tonnerre, avec qui j'avais écrit le scénario, l'idée d'en faire une bande dessinée, parce que ça s'y prêtait magnifiquement. Et j'ai demandé à un dessinateur assez doué, pas très connu mais assez doué, qui s'appelle Alexandre Koutlis, que j'avais connu à l'époque de Pilote. On s'est retrouvés et il a fait 2 albums, ça s'appelle 2 passantes dans la nuit, un tome 1 et un tome 2. Donc j'ai déjà reflirté avec la bande dessinée. Mais c'est pas du tout contre Koutlis que je dis ça, mais pour moi, actuellement, le plus grand dessinateur du monde peut-être, c'est Bloch.
pour moi, ce mec est un génie. Alors autrefois, autrefois il y avait Giraud Moebius qui était un génie, et puis il y en a d'autres évidemment. Mais Bloch, je suis comme dans son dernier livre, je l'ai lu, je l'ai siroté. En plus, c'est un mec charmant, je le connais. Et moi, je veux bien mourir si je suis réincarné en Bloch. Ouais, le plus tard possible alors. Non, réincarné en Bloch, demain, je m'en fous, ça me va. Ok. Et une dernière petite question. Fort du livre 2023, tu es là, tu es en contact avec énormément. Comment ressens-tu personnellement la réaction de tes lecteurs, des gens qui viennent pour t'en parler? Alors, tu es étonné? je ne ressens rien, parce que je suis sous péridurale, donc je ne sens rien. Mais je connais ça, pour avoir pratiqué l'exercice plusieurs fois. Et ce qui me fait marrer, mais je dis rien parce que ce qui me fait marrer, c'est les gens qui viennent avec le livre, qui disent une dédicace, ils viennent d'acheter le livre, une dédicace, ok. Et puis il y a des gens qui profitent de ce qu'on est là pour amener des CD, des DVD, pardon, des bronzés ou de. Alors j'ai gardé mes DVD dans mon sac. C'est mieux, oui. Attends, là. Mais écoute, voilà. Mais écoute, un tout grand merci de nous avoir consacré ce petit quart d'heure, parce que ça a parlé, mais c'est déjà un petit quart d'heure de passé. Trop bavard. Hein, bavard, non, pas vraiment. C'était bien agréable. Alors, merde, il marchait il y a 2 secondes. Il marchait il y a 2 secondes et il ne veut plus fonctionner. Il remarche. Il remarche. Alors, il est évident que la journée n'est pas finie. Vous savez comment ça va se passer. Moi, je connais déjà les prochains invités qu'on va avoir. Il va y en avoir un petit paquet. On va bien s'amuser parce que j'avoue que les auditions, ils ont bien chuchoté. Et à ce niveau-là, Patrice, un tout grand merci pour cette première interview. Profite bien de ta journée et de ton passage à Bruxelles. Et les autres, à plus tard. Bye bye. Au revoir.